Lorsque l'infirmière de traumatologie Emily Carter bouscula le docteur Michael Reynolds pour injecter de l'adrénaline à un marine en train de mourir, elle sut immédiatement que ce geste lui coûterait tout. Ce qu'elle ignorait, en revanche, c'est que l'oncle du marine avait déjà passé 3 coups de fil. Le premier à son club de motards, les Iron Serpents MC. Le deuxième à un colonel des Marines. Le troisième directement au bureau du gouverneur. Dans son bureau vitré, l'administratrice de l'hôpital, Laura Bennett, esquissa un sourire satisfait pendant que la sécurité escortait Emily hors du bâtiment. « Vous n'êtes personne, » murmura-t-elle. « Vous ne retravaillerez plus jamais dans le milieu médical. » 45 minutes plus tard, ce serait Laura Bennett qu'on conduirait dehors, menottes au poignet. Car lorsqu'on s'en prend à quelqu'un placé à la fois sous la protection des Marines et d'un club de bikers vétérans, on apprend une vérité brutale. Certaines personnes ne sont pas personnes. Elles sont intouchables. Avant d'entrer dans cette histoire hors du commun, une histoire de courage et de justice, prenez juste une seconde pour montrer votre soutien. Ces récits méritent d'être entendus. Et si vous aimez les grandes histoires humaines, celles qui parlent de vrais héros, vous êtes au bon endroit. Merci d'être là. Le caporal Ethan Brooks n'était pas censé mourir sur un parking d'hôpital à San Bernardino, Californie, un mardi après-midi ordinaire. À 23 ans, ce marine avait survécu à 2 déploiements en zone de guerre, sans la moindre blessure. Et pourtant, à moins de 20 mètres de l'entrée des urgences, une simple réaction allergique à un antibiotique avait suffi à lui fermer la gorge. Ses lèvres viraient au bleu. La saturation en oxygène, l'air qui parvient au cerveau, était tombée à 68%. À 70%, on perd connaissance. À 60%, les lésions cérébrales commencent. À 50%, le cœur s'arrête. Les mains d'Emily Carter bougeaient avec l'assurance que donnent 20 années passées en salle d'urgence. La voie intraveineuse était déjà en place dans le bras d'Ethan avant même que le docteur Reynolds n'ait fini d'ouvrir son dossier sur sa tablette. Ses doigts attrapèrent de la fiole d'adrénaline dans le chariot d'urgence. 1 millilitre. La dose standard en cas de choc anaphylactique. Elle aspira le produit, vérifia l'absence de bulles d'air, puis leva les yeux vers le médecin. Reynolds fixait son écran, faisant défiler des protocoles d'autorisation administrative. Son visage était crispé par une peur bien particulière, celle de la responsabilité juridique, bien plus forte chez lui que celle de perdre un patient. Emily n'attendit pas. « Je ne laisserai pas un marine mourir sous mes yeux. » Elle injecta. L'effet fut immédiat. Ethan inspira brusquement, dans un râle rauque et désespéré, un son horrible, et pourtant le plus beau qu'Emily ait entendu de toute la journée. La couleur revint sur son visage, sa poitrine se souleva, puis retomba. L'écran du moniteur s'anima. 72, 78, 85. Il respirait. Il était vivant. Le docteur Reynolds leva enfin les yeux de sa tablette. Son visage se figea. Pas de soulagement. Non. Quelque chose de dur, de glacial. « Vous venez de mettre fin à votre carrière, Carter, » dit-il d'une voix plate. Emily baissa les yeux vers le jeune marine. Sur son avant-bras, sous la perfusion, le tatouage des Marines, l'aigle, le globe et l'encre étaient encore visibles. Il était le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, et grâce à ce qu'elle venait de faire, il rentrerait chez lui. Emily ignorait encore que le marine qu'elle venait de sauver allait, à son tour, la sauver d'une manière qui ferait bientôt la une des journaux. Mais avant cela, elle devait tout perdre. Le River Valley Medical Center à San Bernardino avait autrefois été un hôpital où des infirmières comme Emily Carter exerçaient avec autonomie et respect. C'était avant le rachat par un groupe privé. Avant la nouvelle direction. Avant l'arrivée de Laura Bennett, son MBA, ses protocoles et son absence totale d'expérience clinique. Emily Carter avait 47 ans, 20 ans de carrière en soins d'urgence, et elle était veuve. Son mari, le sergent-chef des Marines, Daniel Carter, était mort 3 ans plus tôt, après un combat acharné contre un cancer fulgurant, celui qui commence dans les poumons et se propage avant même qu'on ait le temps de réagir. Emily gardait toujours ses plaques militaires dans la poche de sa blouse. Les nuits calmes, quand les néons bourdonnaient doucement, elle les touchait du bout des doigts et se souvenait de ces mots. « Fais ce qui est juste, même si ça te coûte cher. » Aujourd'hui, ça lui avait tout coûté. Laura Bennett avait 38 ans, des traits aiguisés et n'avait jamais assuré un seul service clinique de toute sa vie. Elle avait été recrutée pour optimiser l'efficacité opérationnelle, ce qui, en pratique,
signifiait réduire les coûts et éliminer les risques juridiques. Dès son premier mois, elle avait instauré une nouvelle règle qui mettait Emily hors d'elle. Aucun médicament d'urgence ne pouvait être administré sans autorisation explicite d'un médecin, même lorsque la vie du patient était en jeu. Autorisation, c'est-à-dire attendre pendant que le patient meurt. Le docteur Michael Reynolds, 52 ans, chef du service des urgences, avait soutenu cette politique sans la moindre hésitation. C'était le genre de médecin qui portait son stéthoscope comme un bijou et considérait les infirmières comme de simples exécutantes. Un jour, devant toute l'équipe, il avait lancé à Emily « Les infirmières, si elles sont là pour suivre les ordres, pas pour réfléchir ». Emily avait déjà enfreint la règle à 2 reprises, 2 vies à sauver, un diabétique en choc hypoglycémique, un enfant en pleine crise convulsive. À chaque fois, Laura Bennett l'avait convoquée pour un avertissement. À chaque fois, Emily avait tenu bon. « J'ai prêté serment », disait-elle, « ne pas nuire. » Et ça inclut ne pas rester immobile pendant que quelqu'un meurt à cause de formulaires. Les autres infirmières, Lena, Malik, Rachel, murmurèrent leur soutien dans la salle de repos, mais aucune n'osait parler à voix haute. En 8 mois, Laura avait licencié 6 infirmières. Au River Valley Medical Center, la culture de soins avait laissé place à une culture de la peur. Ce que Laura Bennett ignorait, assise dans son bureau cet après-midi-là, à rédiger la lettre de licenciement d'Emily, c'est qu'Ethan Brooks avait déjà envoyé un message depuis l'ambulance, avant même d'arriver à l'hôpital. 3 mots. Adressé à son oncle, « Des anges m'ont sauvé ». 45 minutes plus tard, lorsqu'il fut suffisamment stable pour écrire à nouveau, il ajouta les détails que Laura allait profondément regretter. Ils l'ont viré pour ça. Non, Emily Carter. Au moment précis où Laura appuyait sur « Envoyer » pour officialiser le licenciement, ce second message avait déjà atteint 3 destinations. Un clubhouse de motards à San Bernardino, un colonel des Marines basé à Candelmar, et un sénateur de l'État de Californie qui devait la vie à un homme nommé Frank Iron Brooks. Le bureau des ressources humaines du River Valley Medical Center empestait la peur et le café bon marché. Emily Carter était assise sur une chaise en tissu gris usé jusqu'à la corde. Elle avait joint les mains sur ses genoux pour dissimuler leur tremblement. Ces mains-là savaient poser une perfusion dans une ambulance lancée à pleine vitesse. Ses mains avaient tenu des cœurs à nu lors de massages cardiaques à thorax ouvert. Ses mains avaient rassuré des centaines de patients terrorisés. Mais, à cet instant précis, face à Laura Bennett et au docteur Michael Reynolds, de l'autre côté d'une table en faux bois, elle lui semblait avoir soudain inutile. La voix de Laura était froide, distante, parfaitement rodée. On sentait qu'elle avait répété ce discours. Insubordination grave, violation de l'autorité médicale, création d'un environnement de travail hostile. Elle tapota le dossier cartonné devant elle d'un ongle impeccablement manucuré, sans jamais lever les yeux. Elle ne parlait pas à Emily. Elle parlait au papier comme si c'était lui qu'on congédiait. La liste est longue, mademoiselle Carter. Emily inspira profondément. L'air avait un goût d'antiseptique recyclé et de cruauté institutionnelle. Je lui ai sauvé la vie. Ethan Brooks est en vie parce que je n'ai pas attendu une autorisation pendant que sa saturation en oxygène s'effondrait. Le docteur Reynolds se tortilla sur sa chaise. Sa blouse blanche était impeccable, amidonnée, probablement plus chère que le salaire hebdomadaire d'Emily. « Vous avez sapé mon autorité dans une situation critique, » dit-il d'une voix douce et visqueuse. « Vous êtes infirmière, Emily. Infirmière. Vous ne prenez pas ce genre de décision. Vous exécutez des ordres. Quand vous m'avez contourné pour accéder aux médicaments, vous avez créé le chaos. » Emily sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. J'ai créé un battement de cœur. Michael, sa saturation était à 68%. 30 secondes de plus. Et Laura l'interrompit d'un geste sec, levant enfin les yeux. Son regard était vide, glacial, aussi humain qu'un tableau comptable. La décision est prise. Le docteur Reynolds a formellement demandé votre licenciement, avec effet immédiat. Votre accès au système informatique médical est révoqué à l'instant. La sécurité vous attend à l'extérieur pour vous accompagner à votre casier. Le silence qui suivit fut étouffant. Emily regarda Reynolds. Il lui adressa un sourire discret, satisfait. Le sourire d'un homme à qui on n'avait jamais dit non et qui n'allait certainement pas commencer à accepter une remise en question venant d'une infirmière de 47 ans.
avec un crédit immobilier et un mari mort. Vous faites une erreur, murmura Emily. Ce n'est pas une menace. C'est un diagnostic. La seule erreur, répondit Reynolds en se levant pour boutonner sa blouse immaculée, c'était de croire que vous étiez indispensable. Le trajet jusqu'à son casier eut des allures de procession funéraire. L'agent de sécurité qui l'attendait s'appelait Walter Price, 62 ans, 15 ans de service à l'hôpital. 2 ans plus tôt, Emily avait aidé sa fille à obtenir une bourse pour entrer en école d'infirmière. Elle était aujourd'hui en 2e année, brillante. Walter avait le regard désolé, gêné. « Je suis désolé, Emily, marmonna-t-il. « Ce n'est pas ta faute, répondit-elle, tentant de maîtriser sa voix. En vain. Elle vida son casier dans un petit carton posé là, près de la salle du personnel. Un stéthoscope, une photo encadrée de Daniel Carter, en uniforme de cérémonie, prise juste avant son dernier déploiement. Une tasse en céramique où l'on pouvait lire « Les infirmières, on sauve des vies, on ne lèche pas des bottes ». Une bouteille d'analgésique à moitié vide, 20 années de carrière, réduite à une boîte qui n'aurait même pas rempli un sac de courses. Elle la serra contre elle et traversa une dernière fois le service des urgences. Léna, Malik, Rachel détournèrent le regard. Ils savaient. Tous savaient. Et ils savaient aussi que s'ils parlaient, s'ils la défendaient, Laura Bennett et Reynolds viendraient les chercher ensuite. Seul le vieux docteur Shah, sur le point de partir à la retraite, posa une main sur son épaule en la croisant. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmura-t-il. Les portes automatiques des urgences s'ouvrirent dans un souffle mécanique. La chaleur de l'après-midi californien la frappa de plein fouet. Emily resta immobile un instant, le carton entaillant ses avant-bras, et regarda le bâtiment où elle avait passé 20 ans de sa vie. Les caméras de sécurité au-dessus de l'entrée avaient tout enregistré. L'injection d'adrénaline, le souffle arraché à la mort, le regard glacé de Reynolds. Au moment où Emily posa le pied sur le parking, les images étaient déjà en route vers un colonel des Marines à Oceanside et vers un clubhouse de motards à San Bernardino où flottait un drapeau orné d'un crâne. Le parking s'étendait devant elle comme un désert. Sa voiture n'était pas là. Elle se trouvait 6 pâtés de maisons plus loin, chez un garagiste, transmission hors service. $1 200. Une somme qu'elle n'avait pas. Encore moins maintenant. Elle se mit à marcher. À chaque pas, la boîte semblait plus lourde. Le soleil californien écrasait ses blouses bleues déjà humides de sueur et de stress. Les bruits familiers de l'hôpital, sirènes, bips, agitation organisée, s'évanouirent derrière elle. Il ne resta bientôt plus que le ronronnement de la circulation sur Mission Boulevard et le bruit de ses baskets sur l'asphalte brûlant. Elle passa devant l'endroit exact où elle avait sauvé Ethan Brooks. Une petite tache de sang était encore visible sur le sol, sombre, presque rouillé par le soleil. Elle s'était agenouillée là, calme, concentrée, lui parlant doucement, pendant que Reynolds restait figé derrière sa tablette. « Reste avec moi. Tu ne mourras pas aujourd'hui, pas sous ma garde. » Et il avait vécu. Et elle avait été licenciée pour ça. Peut-être que Laura avait raison, songea-t-elle malgré elle. Peut-être qu'elle était devenue une infirmière trop têtue, incapable de rester à sa place. La médecine changeait. Les hôpitaux étaient désormais des entreprises. Les protocoles existaient pour une raison. Peut-être était-elle un vestige d'un autre temps. La chaleur qui montait de l'asphalte faisait vibrer l'air. L'odeur du goudron chaud et des gaz d'échappement lui brûlait les poumons. Sa blouse lui collait au dos. Un pâté de maison, puis 2, puis 3. Emily fit glisser le carton sur sa hanche pour soulager la douleur qui lui brûlait les bras. À l'intérieur, la photo de Daniel la regardait. L'uniforme de cérémonie, ce demi-sourire insolent qu'il avait toujours, celui qui donnait l'impression qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Elle se souvint de la veille de son dernier déploiement. Ils étaient allongés dans le lit, elle pleurait, et lui l'avait serré contre lui. « Emily, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu sauves des vies, c'est ce que tu es. Ne laisse jamais personne te faire oublier ça. » Et pourtant, cet après-midi-là, marchant seule avec toute sa vie enfermée dans une boîte en carton, Emily ne se sentait ni forte ni courageuse. Elle se sentait minuscule, jetable, brisée. Elle ignorait que 2 rues derrière elle, le premier moteur d'une moto venait de rugir. Elle ignorait qu'à 3 pâtés de maison devant elle, sur une base des Marines à Camp Delmar, 2 hélicoptères de secours s'élevaient déjà du tarmac.
Elle ignorait que dans exactement 180 secondes, sa vie allait basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais avant cela, elle devait toucher le fond. Et ce fond-là se trouvait encore à un demi-pâté de maison. 45 minutes plus tôt, pendant qu'Emily Carter se faisait annoncer dans un bureau impersonnel que sa carrière était terminée, Ethan Brooks était allongé dans un lit d'hôpital, un masque à oxygène plaqué sur le visage. Ses mains tremblaient, un mélange de contre-coups d'adrénaline et de colère pure. Il sortit son téléphone et tapa un message, les doigts hésitants. Une infirmière ange m'a sauvé. Ils l'ont viré pour ça. Non, Emily Carter. Il appuya sur envoyer, puis ferma les yeux. Son oncle saurait quoi faire. Son oncle savait toujours quoi faire. À des kilomètres de là, dans un bâtiment fatigué, surmonté d'un drapeau orné d'un crâne, le téléphone de Frank Iron Brooks vibra, 58 ans, président du chapitre des Iron Serpent MC de San Bernardino, ancien marine de la guerre du Golfe. Barbe argentée, bras couverts de tatouages racontant une vie dure mais droite. Il lut le message une fois, puis une seconde fois. Sa mâchoire se crispa. Il se leva de son bureau à l'arrière et entra dans la grande salle où une douzaine de ses frères réparaient des motos, buvaient du café, plaisantaient bruyamment. « Church !» lança Iron. Sa voix trancha le brouhaha comme une lame. « Patch complet. On roule dans 20 minutes. Personne ne posa de questions. Inutile. » Iron sortit son téléphone et passa 3 appels. Le premier à Andrew Collins, colonel des Marines à Candelmar, un frère d'armes avec qui il avait servi au Moyen-Orient. « Andrew, j'ai besoin d'un énorme service. » Le deuxième à David Coleman, sénateur de l'État de Californie. En 2004, Iron l'avait extrait d'un véhicule en flammes à Ramadi, sous le feu ennemi. Coleman lui avait dit ce jour-là « Quand tu voudras, pour n'importe quoi ». Aujourd'hui, Iron réclamait sa dette. Le troisième appel fut pour son sergent d'armes. « Rassemble tout le monde, peu importe s'il bosse, peu importe s'il dorme. On escorte une héroïne jusqu'à chez elle. » Pendant qu'Emily quittait l'hôpital pour la dernière fois, 25 motards enfilèrent leurs vestes. Pendant qu'elle traversait le parking, le colonel Collins faisait décoller 2 hélicoptères de secours. Pendant qu'elle doutait encore d'avoir fait le bon choix, le sénateur Coleman appelait le gouverneur. Dans exactement 12 minutes, la vie d'Emily Carter allait passer du point le plus bas à quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Mais avant cela, elle devait atteindre le point de rupture. Elle en était à 3 rues. Emily se trouvait à 4 pâtés de maison du River Valley Medical Center lorsqu'elle entendit le bruit pour la première fois. Un grondement sourd, lointain, régulier, comme un tonnerre roulant depuis le désert. Pourtant, le ciel était parfaitement dégagé, d'un bleu dur, implacable. Elle s'arrêta à l'angle de Central Avenue et de Mission Boulevard, attendant que le feu passe au vert. Le grondement se rapprocha. Le sol vibra sous ses pieds. Elle le sentit dans sa poitrine, un battement grave qui résonnait jusque dans ses os. La circulation ralentit. Des voitures s'immobilisèrent au milieu de la chaussée. Des passants sortirent dans leur téléphone, regardant autour d'eux, perplexes. Le grondement devint un rugissement. Puis elle les vit surgir au coin de la rue. 25 motos avançant en formation parfaite, en V, comme une nuée d'oiseaux d'acier. Pas un groupe désorganisé de motards du dimanche. C'était une progression précise, presque militaire. Le chrome scintillait au soleil, le cuir noir grinçait. Les moteurs battaient à l'unisson. Un rythme assourdissant qui faisait vibrer l'air. En tête, une moto massive. Et dessus, un homme qui semblait taillé dans le granit, enveloppé de cuir. Barbe grise, bras épais comme des troncs d'arbres, un gilet couvert d'écussons. Les couleurs des Iron Serpents, mais aussi autre chose, un signe militaire, Purple Heart, drapeau d'unité. La formation contourna les voitures arrêtées avec une fluidité parfaite. Ils ne faisaient pas les malins. Ils ne fonçaient pas. Ils escortaient, ils protégeaient. L'odeur d'essence et d'huile chaude emplit l'air. Sur les trottoirs, les téléphones filmaient. Emily resta figée au passage piéton, serrant son carton contre elle. Sa première pensée fut l'incompréhension. « Ils viennent pour moi ?» Puis la peur lui serra la poitrine. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais en les voyant approcher, un détail la frappa de plein fouet. Chaque motard portait des écussons militaires. Marines, armée de terre, marine nationale, aviation, ce n'étaient pas des voyous, ce n'étaient pas des criminels, c'étaient des vétérans. Le motard de tête stoppa sa machine à quelques mètres d'elle.
Le reste de la formation s'immobilisa dans un silence presque irréel, 25 moteurs ronronnant à l'unisson. Un son brut, vivant, comme le cœur d'une créature d'acier. L'homme coupa le moteur. Le silence soudain fut presque violent. Il descendit de la moto, retira son casque et s'avança lentement vers elle, les mains bien visibles. Son visage était marqué par le temps et les combats, mais son regard était calme, presque doux. Emily Carter. Sa voix était grave, rauque, la voix d'un homme qui avait hurlé des ordres sous les balles et murmuré des prières à l'oreille des mourants. Emily hocha lentement la tête. Elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à parler. Elle serra le carton plus fort contre sa poitrine. L'homme s'arrêta à quelques pas d'elle et lui tendit la main. « Madame, je m'appelle Frank Brooks. La plupart des gens m'appellent Iron. » Il marqua une pause. Sa voix se brisa presque imperceptiblement. « Vous avez sauvé mon neveu aujourd'hui. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Ethan, le marine ?» murmura-t-elle. Iron hocha la tête. « Oui, madame. Il m'a écrit depuis l'ambulance. Il m'a dit qu'une infirmière, une ange, lui avait sauvé la vie pendant que le médecin hésitait. Puis il m'a renvoyé un message depuis son lit d'hôpital. Il m'a dit qu'on vous avait licencié pour ça. » Derrière lui, les autres motards descendirent de leur machine. Ils se mirent au garde à vous. Un mur de cuir, de muscles et de discipline militaire. Emily les observa vraiment, pour la première fois. Et elle comprit ce qu'elle n'avait pas vu au premier regard. Les écussons n'étaient pas décoratifs, c'étaient des états de service. Ces hommes avaient combattu au Vietnam, pendant Desert Storm, en Irak, en Afghanistan. Certains portèrent leurs décorations tatouées sur la peau. L'un avait une jambe prothétique visible sous son jean. Un autre avait des cicatrices de brûlure qui lui remontaient le long du cou. C'étaient des guerriers. Et ils se tenaient au garde à vous pour elle. Emily ne connaissait pas ces hommes, mais eux la connaissaient. Et surtout, ils savaient ce qu'elle avait fait. Dans leur monde, il n'existait que 2 catégories de personnes, celles qui se lèvent et celles qui regardent faire. Emily venait de prouver à quel camp elle appartenait. Les yeux d'Iron étaient sombres comme un ciel d'orage. Et à cet instant, ils exprimaient quelque chose qu'Emily n'avait pas vu poser sur elle depuis des années. Du respect. Pas la reconnaissance contrainte de médecins qui avaient dit besoin de ses compétences. Pas la gratitude épuisée de patients trop mal en point pour mesurer ce qu'elle avait accompli. Non. C'était autre chose, le respect qu'un combattant accorde à un autre. Ethan m'a dit qu'il vous avait renvoyé pour lui avoir sauvé la vie, reprit Iron, sa voix résonnant dans le carrefour devenu silencieux. Elle se fendilla légèrement et Emily vit sa mâchoire se contracter. Son père était mon frère cadet, Thomas. Il est mort à Ramadi, en 2004, touché par un engin explosif alors qu'il tirait un autre marine hors de danger. Ethan est tout ce qu'il me reste de lui. C'est ma famille, ma responsabilité. Il inspira lentement pour se reprendre. Vous n'avez pas seulement sauvé un patient aujourd'hui, Emily, vous avez sauvé ma famille. Il désigna les hommes derrière lui. Tous ici sont des vétérans. On a entendu ce qui s'est passé, on sait ce que vous avez fait, et on sait ce que ça vous a coûté. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Finalement, elle parvint à murmurer « J'ai juste fait mon travail. » Iron secoua lentement la tête. « Non, madame, vous avez fait ce qui était juste, et ce n'est pas la même chose. » Il se tourna légèrement vers la formation derrière lui. « Dans notre monde, on a un code. On protège ceux qui protègent les autres. On n'oublie pas. Et on n'abandonne jamais quelqu'un qui se lève quand tous les autres détournent le regard. » Un autre motard s'avança. Plus jeune, la quarantaine, des galons de sergent tatoués sur l'avant-bras. « Madame, je m'appelle Razor, sergent d'armes du chapitre. J'ai fait 3 tours en Afghanistan. J'ai perdu la moitié de mon unité dans la province de Helmand. » Il marqua une pause, la voix chargée d'émotion. « La médecin militaire qui m'a sauvé la vie était une femme à peu près de votre âge. Elle a traversé le feu ennemi pour nous rejoindre. Elle m'a traîné à couvert, pendant que je me vidais de mon sang. Je lui dois tout. » Il planta son regard dans celui d'Emily. « Quand Iron nous a raconté ce que vous aviez fait, et ce qu'ils vous ont fait pour ça, chaque homme ici s'est porté volontaire. On est là, pour s'assurer que vous rentriez chez vous en sécurité. » Emily regarda autour d'elle. Un homme noir avec un trident de Navy Seal tatoué sur le cou. Un latino portant l'écusson des Rangers.
Un vieil homme aux cheveux blancs avec un ruban du Vietnam et une main artificielle. Rien à voir avec les clichés vus à la télévision. C'étaient des hommes qui avaient servi, saigné, survécu, et qui avaient trouvé une fraternité là où personne ne l'attendait. « Chez moi ?» demanda Émilie, déconcertée. « J'allais au garage. Ma voiture est en panne. Je n'ai pas les moyens de la réparer. » Iron leva la main. « Changement de programme, madame. » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il consulta sa montre, puis leva les yeux vers le ciel. Émilie suivit son regard. D'abord, elle n'entendit que le ronronnement des motos au ralenti. Puis, au loin, un autre son. Sourd, rythmique, inconfondable. Whoop, 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 le battement caractéristique de rotor d'hélicoptère. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Iron sourit. Un vrai sourire, le premier qu'elle lui voyait. « J'ai appelé quelques personnes, madame. Les Marines prennent soin des leurs, et que vous le réalisiez ou non, vous en faites partie maintenant. » Le bruit se rapprocha. 2 silhouettes sombres apparurent au-dessus des immeubles du centre-ville, grossissant à vue d'œil. Pas des hélicoptères de police, ni des appareils de télévision, des machines militaires, 2 CH-53 6 Stallion, les insignes des Marines clairement visibles sur leurs flancs. La foule qui filmait les motos tourna aussitôt ses caméras vers le ciel. La circulation était totalement à l'arrêt. Des policiers étaient arrivés aux abords du carrefour et dégageaient un terrain vague voisin. Les hélicoptères descendirent. Le souffle des rotors frappa comme un mur. Poussière et détritus tourbillonnèrent dans l'air. Émilie dut se protéger les yeux. Le vacarme était assourdissant, écrasant même le grondement des motos. Les appareils se posèrent lourdement sur le terrain, rotors toujours en mouvement, les pales tranchant l'air à quelques mètres des lignes électriques. Émilie resta figée, serrant toujours son carton, incapable de comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux. La porte latérale du premier hélicoptère s'ouvrit et 3 silhouettes en descendirent. L'une portait l'uniforme de cérémonie des Marines, la poitrine couverte de décorations. Les 2 autres étaient en combinaison de vol. Ils avancèrent droit vers elle, d'un pas assuré, se baissant légèrement sous les rotors pourtant dégagés. Émilie avait cru que 25 motos, c'était impressionnant. Elle était loin d'imaginer que la véritable démonstration de force ne faisait que commencer, et qu'elle allait changer sa vie à jamais. L'homme, en uniforme des Marines, avait 55 ans. Les cheveux gris coupés courts, la posture de quelqu'un qui avait passé 30 ans à commander sans jamais élever la voix. Sur sa poitrine brillaient des décorations qu'Émilie reconnaissait. Ruban de combat, Bronze Star, Purple Heart. Derrière lui, un adjudant-chef en tenue de vol et une infirmière militaire de la Navy l'encadraient comme une garde d'honneur. Ils s'arrêtèrent juste devant Émilie. Lorsqu'ils arrivèrent devant elle, les 3 militaires se figèrent d'un même mouvement et exécutèrent un salut net, impeccable. « Madame !» La voix du colonel portait une autorité qui perçait même le vacarme des rotors. Émilie resta immobile, le carton serré contre elle, totalement incapable de prononcer un mot. Le colonel abaissa son salut et lui tendit la main. « Infirmière Carter, je suis le colonel Andrew Collins, base de Camp Delmar. J'ai été informé de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Émilie lui serra la main machinalement. Son esprit refusait encore d'assembler les pièces du puzzle. Le colonel désigna les 2 personnes derrière lui. « Voici l'adjudant-chef Victor Hahn, chef d'équipage, et l'infirmière militaire de la Navy Elena Morales. » Ils inclinèrent respectueusement la tête. Collins reprit, la voix légèrement plus douce. « Le caporal Ethan Brooks est l'un des nôtres. Vous lui avez sauvé la vie. » Il marqua une pause. Quelque chose changea dans son regard. Cela devint plus personnel. « Mais ce n'est pas tout, Émilie. Quand Frank m'a appelé, j'ai consulté votre dossier. Votre mari était le sergent-chef Daniel Carter, 2e bataillon, 5e Marines. Il a servi sous mes ordres en Afghanistan, en 2012. » Émilie eut l'impression qu'on venait de lui asséner un coup en pleine poitrine. « Vous connaissiez Daniel ?» Collins hocha la tête, et pendant un instant, la rigidité militaire se fendilla. « Daniel était l'un des meilleurs Marines que j'ai jamais commandé. Il parlait de vous tout le temps. Il gardait votre photo dans son casque. Il disait que vous étiez plus solide que n'importe quel marine qu'il connaissait. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Émilie. Il racontait que vous étiez capable de poser une perfusion en pleine tempête de sable, sous le feu ennemi, tout en trouvant encore le moyen de plaisanter pour rassurer un patient.
Un léger sourire traversa le visage du colonel. Aujourd'hui, vous lui avez donné raison. Sa voix redevint plus ferme, plus officielle. Le corps des Marines n'oublie jamais les siens, Emily. Et nous n'oublions pas non plus ceux qui protègent nos Marines. Il jeta un regard vers Iron, resté à proximité, bras croisés, attentif. Quand Frank m'a appelé et m'a expliqué la situation, j'ai passé quelques coups de fil à mon tour. J'ai contacté l'agence californienne de supervision sanitaire, le conseil médical, ainsi que le bureau du gouverneur. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Le gouverneur ? Collins acquiesça. J'ai également récupéré les images de vidéosurveillance du River Valley Medical Center. L'hôpital était tenu de nous les transmettre dès l'ouverture de l'enquête officielle. L'adjudant-chef Anne s'avança, tablette en main, et la tourna vers Emily. L'écran montrait le parking de l'hôpital, filmé depuis une caméra en hauteur. Horodatage, 13h47. Emily se vit agenouillée près d'Ethan, posant la perfusion, préparant l'adrénaline. À quelques pas, le docteur Reynolds restait figé, les yeux rivés à sa tablette. Sur le moniteur portable, la saturation en oxygène affichait 68%. Le compteur défila. 23 secondes entre l'injection et le moment où Ethan inspira brusquement, tandis que les chiffres grimpaient. Han parla d'une voix neutre, clinique. J'ai transmis ces images à 3 experts médicaux indépendants, 2 urgentistes et une infirmière en soins intensifs. Les 3 sont arrivés à la même conclusion. Vous avez sauvé la vie de ce marine. L'hésitation du médecin aurait entraîné la mort ou des lésions cérébrales irréversibles. Le colonel reprit. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui n'est pas seulement injuste, Emily. C'est une négligence pénale de la part de l'hôpital. Mettre en place une politique qui empêche un soin vital en situation d'urgence viole les réglementations sanitaires, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau fédéral. La voix d'Emily n'était plus qu'un souffle. Qu'est-ce que ça implique ? Le regard de Collins se durcit. Que d'ici à ce que nous vous déposions chez vous, je pense que votre ancienne administratrice vivra une journée très différente de celle qu'elle avait prévue. Au même instant, à 4 rues de là, dans son bureau d'angle, Laura Bennett se servait une tasse de café pour fêter sa victoire. Le licenciement s'était déroulé sans accroc. Le problème était réglé. Emily Carter avait disparu, et avec elle, le risque juridique lié aux infirmières qui prenaient menton des initiatives. Laura sourit en s'installant à son bureau. Elle ignorait que des enquêteurs de l'État se trouvaient déjà sur le parking de l'hôpital. Elle ignorait que l'équipe juridique du conseil d'administration rédigeait à cet instant même sa propre lettre de licenciement. Elle ignorait que dans moins de 15 minutes, sa carrière dans l'administration hospitalière serait terminée. Le colonel Collins se tourna de nouveau vers Emily. « Madame, si vous êtes d'accord, nous aimerions vous raccompagner chez vous. » Emily regarda autour d'elle. Les 25 motards au garde à vous. Les 2 hélicoptères militaires, rotors toujours en mouvement, la foule qui filmait la scène, Iron qui lui adressa un léger signe de tête, le colonel et son équipe attendant sa réponse. Elle baissa les yeux vers le carton dans ses bras. La photo de Daniel, les restes d'une carrière qu'elle croyait terminée. Puis elle releva la tête. « Je ne comprends pas, » dit-elle, la voix brisée. « Pourquoi tout ça ?» Iron s'approcha et posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Parce que vous êtes des nôtres maintenant, madame, famille des Marines, famille des vétérans, et on protège les nôtres. » L'adjudant-chef Anne fit un pas en avant, la voix chaleureuse malgré la solennité militaire. « Votre mari a donné sa vie pour ce pays. Vous avez passé 20 ans à sauver des vies aux urgences. Aujourd'hui, vous avez tenu tête quand quelqu'un en position de pouvoir vous a demandé de vous taire. » Il marqua une pause, la mâchoire crispée par l'émotion. « Ça fait de vous un marine en tout, sauf le titre. » L'infirmière Morales, une femme à peu près du même âge qu'Emily, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants tirés en chignon, ajouta doucement « La famille, on en prend toujours soin. » Le colonel désigna un SUV noir garé derrière les hélicoptères. « Ce serait un honneur de vous ramener chez vous, madame. » La formation qui se mit en place dans les 5 minutes suivantes resta gravée à jamais dans la mémoire d'Emily. 25 motos se positionnèrent à l'avant, moteurs grondant à l'unisson. Le colonel Collins ouvrit la portière du véhicule officiel et Emily monta à bord, toujours agrippée à son carton. L'adjudant-chef Anne prit le volant. Elena Morales s'assit à ses côtés à l'arrière.
À travers le pare-brise, Emily vit Iron enfourcher sa moto en tête de cortège. Derrière le SUV, 25 autres motos se mirent en formation. Au-dessus d'eux, les 2 hélicoptères CH-53 Sea Stallion décollèrent à leur tour et prirent position dans le ciel, l'un de chaque côté de l'itinéraire. Mais ce n'était pas fini. Des motos de la police de San Bernardino arrivèrent, gyrophares allumés. L'officier de tête, un homme d'une 50aine d'années, avec un autocollant des Marines sur le casque, s'arrêta net et adressa un salut impeccable à Iron. Emily le remarqua. Surprise. « Beaucoup de policiers sont des vétérans eux aussi, madame », expliqua Iron à voix basse. « Ils se sont portés volontaires pour l'escorte. » Le convoi s'ébranla. Les motos avancèrent en formation parfaite, le chrome scintillant sous le soleil de l'après-midi. Les voitures se rangeaient sur le bas-côté. Des gens sortaient des commerces, téléphones levés, filmant la scène. Certains saluaient, d'autres agitaient des drapeaux américains attrapés à la hâte dans des boutiques voisines. Sur les réseaux sociaux, l'information circulait plus vite encore que le cortège. Le mot-clé « qui a infirmière »,« qui a sauvé en marine » était déjà en tête des tendances. La maison d'Emily se trouvait à une 15aine de minutes de là, dans un quartier modeste. Une petite maison de plain-pied avec un drapeau américain sur le porche et le drapeau des Marines de Daniel accroché à la fenêtre. Ils l'avaient acheté ensemble, avant son dernier déploiement. Ils devaient y vieillir côte à côte. À la place, Emily y avait vieilli seule, enchaînant les doubles gardes pour rembourser les dettes médicales liées au cancer de Daniel, laissant la pelouse pousser trop haut, faute d'argent pour un jardinier et d'énergie pour s'en occuper elle-même. Le trajet les mena le long de Mission Boulevard, à travers le centre-ville, longeant centres commerciaux, fast-foods et petites entreprises qui formèrent son quotidien. Et à chaque pâté de maison, la foule grossissait. Certains tenaient des pancartes griffonnées à la va-vite sur du carton. « Merci, Émilie, on ne licencie pas les héros. Solidarité avec les infirmières. » Des hélicoptères de presse avaient rejoint l'escorte aérienne lorsqu'ils arrivèrent dans son quartier. Émilie en compta 4, caméras braquées sur le convoi. Quand ils tournèrent dans sa rue, ses voisins étaient déjà alignés sur le trottoir. Madame Lane, la voisine d'à côté, qu'Émilie avait aidée lors d'une crise cardiaque 2 ans plus tôt. La famille Rodriguez d'en face, dont le fils avait reçu des cours de biologie d'Émilie. Le vieux monsieur Holloway, à qui Daniel donnait un coup de main pour le jardin. Ils étaient tous là, et ils regardaient. Le convoi s'arrêta devant la maison d'Émilie. Les motos se garèrent avec une précision quasi militaire, de part et d'autre de la rue. Le colonel Collins descendit du SUV et ouvrit la portière pour Émilie. Elle sortit sous une salve d'applaudissements, puis Iron s'avança, un sourire aux lèvres, chose qu'elle n'avait pas encore vraiment vue chez lui. « Madame, on s'est permis de régler un petit détail. » Il désigna l'allée. La voiture d'Émilie était là, brillante sous le soleil. Et surtout, elle n'était plus en panne, lavée, révisée, équipée de 4 pneus neufs. « Un de mes gars possède le garage où elle était, » expliqua Iron. « Transmission réparée, pneus neufs, révision complète. Avis, sans frais. » La maîtrise d'Émilie, celle qui avait tenu face aux motos, aux hélicoptères, à toute cette démonstration de force, vola enfin en éclats. Elle porta ses mains à son visage et fondit en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'émotion brute. Elena Morales l'enlaça sans un mot, la tenant fermement contre elle. « Vous n'êtes pas seule, » murmura-t-elle. « Vous ne l'avez jamais été. » Émilie pleura contre l'épaule d'une femme rencontrée 20 minutes plus tôt, entourée d'inconnus devenus une famille, protégée par des guerriers qui avaient décidé qu'elle valait la peine d'être défendue. Elle crut que c'était la fin. Une fin belle, puissante, bouleversante. Elle se trompait. La véritable histoire ne faisait que commencer. Et elle débuta par un coup de téléphone que Laura Bennett n'était pas prête à recevoir. 1 heure après qu'Emily Carter eut quitté le River Valley Medical Center avec un carton dans les bras, Laura Bennett se trouvait dans son bureau d'angle, se servant une tasse de café pour célébrer. Le licenciement s'était déroulé sans heurts. Pas de larmes, pas de scène, juste une gestion froide et efficace. Elle attrapa son téléphone et appela le président du conseil d'administration de l'hôpital. « Problème réglé », dit-elle en s'adossant à son fauteuil en cuir. « Le dossier Carter est clos. Elle est partie. » Et avec elle, le risque juridique lié aux infirmières qui prennent des décisions indépendantes.
À l'autre bout du fil, on la félicita pour avoir géré une situation délicate. Laura sourit. C'était exactement pour cela qu'on l'avait engagée. Prendre les décisions difficiles pour protéger l'établissement. La télévision accrochée au mur diffusait les infos locales, le son coupé. Laura y jeta un regard distrait tout en terminant son appel. Puis elle vit les images, des hélicoptères, des motos, un convoi massif traversant le centre-ville de San Bernardino. Elle attrapa la télécommande à la hâte et remit le son. « Flash spécial », annonçait la présentatrice. Une infirmière licenciée reçoit une escorte militaire jusqu'à son domicile. L'affaire d'Emily Carter, renvoyée aujourd'hui du River Valley Medical Center, prend une ampleur nationale après que des dizaines de motards vétérans et 2 hélicoptères des Marines l'ont escortée à travers la ville. Les réseaux sociaux s'embrasent avec le mot-clé d'une infirmière qui a sauvé un marine. Plus d'informations à suivre. Le visage de Laura se vida de toutes couleurs. La tasse lui échappa des mains, éclaboussant son bureau de café brûlant. Le téléphone sonna. Pas son portable. Son téléphone de bureau, la ligne directe réservée à la direction et aux autorités de l'État. Elle décrocha, les mains tremblantes. Laura Bennett. La voix à l'autre bout était sèche, officielle, furieuse. Madame Bennett, ici le directeur Hahn, agence californienne de supervision sanitaire. Nous ouvrons une enquête immédiate sur les violations de protocole au River Valley Medical Center, notamment les politiques empêchant des interventions vitales en situation d'urgence. Avant même qu'elle ne puisse répondre, son téléphone portable se mit à vibrer. Le conseil médical. Elle laissa filer vers la messagerie. À peine avait-elle raccroché que le téléphone de bureau sonna de nouveau. Le bureau du gouverneur. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à tenir l'appareil. Puis son portable sonna encore, affichant un numéro inconnu. Elle décrocha. « Madame Bennett, ici le sénateur de Californie, David Coleman. » Le cœur de Laura se serra. Elle connaissait ce nom. Ancien marine, héros décoré des combats, ex-officier d'infanterie ayant servi 3 fois en Irak, le sénateur David Coleman. Vous venez de commettre une erreur monumentale. Sa voix était froide, tranchante comme l'acier en plein hiver. L'infirmière que vous avez licenciée aujourd'hui, son mari, le sergent-chef Daniel Carter, m'a sauvé la vie en Afghanistan en 2012. Il m'a sorti d'un véhicule en flammes, sous le feu ennemi. Je lui devais une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Aujourd'hui, je la règle auprès de sa veuve. La voix de Laura Bennett n'était plus qu'un souffle. Sénateur, je suis certaine que nous pouvons trouver une solution. Il y a des procédures. Il n'existe aucune procédure capable de vous sauver maintenant, Madame Bennett, la coupa Coleman. Le conseil médical de l'État a déjà suspendu la certification du centre de traumatologie du River Valley Medical Center. En attendant les résultats de l'enquête, votre hôpital vient de perdre le droit d'accueillir des urgences vitales. Vous savez ce que cela représente financièrement ? La pièce sembla tourner autour de Laura. Le service de traumatologie représentait près de 30% des revenus de l'hôpital. Avant même qu'elle ne puisse répondre, la porte de son bureau vola brusquement ouverte. Le docteur Michael Reynolds se tenait là, le visage rouge, la blouse blanche froissée. Pour une fois, loin de sa perfection habituelle. « Laura, qu'est-ce que vous avez fait ? Le conseil d'administration vous retire votre autorité. Ils exigent des explications sur nos protocoles d'administration des médicaments d'urgence. » Laura se leva, tentant de reprendre contenance. « Nous avons suivi les procédures, Michael. Nous avons licencié une employée insubordonnée qui... »« J'ai suivi vos procédures, » hurla Reynolds. « C'est vous qui avez créé cette politique absurde. Je ne tomberai pas avec vous. » Laura le fixa, stupéfaite. L'homme qui l'avait soutenu à chaque réunion, qui avait validé chaque coupe budgétaire, qui avait répété que les infirmières devaient rester à leur place, était en train de la sacrifier sans hésitation. Reynolds sortit son téléphone. « J'appelle le conseil maintenant. Je vais leur dire que je voulais autoriser l'adrénaline, mais que votre politique m'en a empêché. Je vais leur dire que vous avez instauré un climat hostile, mettant les patients en danger. » Il composait déjà le numéro. Laura voulait hurler, l'insulter, le traiter de lâche. Mais son propre téléphone se mit à sonner de nouveau, le service juridique de l'hôpital. Elle décrocha. « Madame Bennett, nous avons besoin que vous vous rendiez immédiatement en salle du conseil. Les images de vidéosurveillance de cet après-midi ont été officiellement réquisitionnées par l'État.
20 minutes plus tard, Laura Bennett était assise dans la salle du conseil, encerclée par les membres du conseil d'administration, leurs avocats et, en visioconférence, 3 experts médicaux convoqués pour analyser les images. Sur l'écran géant, la scène du parking se déroulait dans un silence pesant. Emily Carter, agenouillée près d'Ethan Brooks, le moniteur affichant une saturation à 68%. Le docteur Reynolds figé, les yeux rivés à sa tablette, les gestes précis d'Emily. L'injection, 23 secondes, puis le souffle arraché à la mort. Les chiffres qui remontent, 72, 78, 85, la vie qui revient. L'un des experts, un médecin traumatologue de l'UCLA, prit la parole à l'écran. Il s'agit d'une prise en charge d'urgence parfaitement conforme aux bonnes pratiques. Tout retard supplémentaire aurait entraîné des lésions cérébrales irréversibles, voire le décès du patient. Les actions de l'infirmière étaient non seulement appropriées, elles étaient héroïques. Le président du conseil d'administration, un homme aux cheveux argentés siégeant depuis plus de 20 ans, se tourna vers Laura. Son visage était dur comme la pierre. Madame Bennett, avec effet immédiat, vous êtes relevée de vos fonctions d'administratrice de l'hôpital. Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-elle. J'ai un contrat. Vous avez mis en place un protocole mettant des patients en danger, coupa le président d'un ton sans appel. Notre équipe juridique estime notre exposition financière à plusieurs dizaines de millions de dollars. L'État a suspendu notre certification en traumatologie. 3 assureurs majeurs ont déjà lancé des audits de leurs contrats. Il se leva. La sécurité vous attend pour vous escorter hors des lieux. La porte s'ouvrit. Walter Price se tenait là, le même agent de sécurité qui avait raccompagné Emily dehors 3 heures plus tôt. Mais cette fois, il ne paraissait ni désolé, ni gêné. Il tenait un petit carton dans les mains, et dans son regard brillait quelque chose qui ressemblait fort à de la satisfaction. « Madame, dit-il d'un ton professionnel, j'aurai besoin de votre badge, de vos clés et de vos cartes d'accès. Ensuite, je vous accompagnerai à la sortie. » Laura regarda autour d'elle, les administrateurs qui évitaient son regard, les avocats déjà occupés à limiter les dégâts. Reynolds, tourné de dos, parlant au téléphone, se détachant déjà du naufrage. Elle pensa à Emily Carter, quittant l'hôpital humiliée, seule, avec une boîte en carton. À présent, c'était son tour. Elle rassembla ses effets personnels, quelques diplômes encadrés, une tasse au logo de l'hôpital, un pull tiré d'un tiroir. Tout tenait dans la petite boîte que Walter lui tendait. Son humiliation fut publique. Les mêmes caméras qui avaient filmé l'escorte d'Emily captaient désormais son renvoi. L'histoire se propageait déjà. Mais la véritable justice n'avait pas encore dit son dernier mot. Elle allait passer par un appel téléphonique qu'Emily Carter était sur le point de recevoir. Le salon d'Emily débordait de monde, et pourtant, il n'avait jamais semblé aussi chaleureux depuis la mort de Daniel, 3 ans plus tôt. Iron et plusieurs membres de son club étaient restés après l'escorte. Ils s'attaquaient maintenant à la pelouse envahie, utilisant des outils empruntés aux voisins. Le bourdonnement d'une tondeuse remplissait l'air. Le colonel Collins était assis sur le canapé, passant des appels. L'adjudant-chef Anne aidait Emily à préparer du café pour tout le monde. Elena Morales s'occupait dans la cuisine, organisant les plats et casseroles que les voisins avaient commencé à apporter. C'était irréel, émouvant, magnifique. Le téléphone portable d'Emily vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» Un bref silence, puis une voix qu'elle connaissait pour l'avoir entendue à la télévision. « Madame Carter, ici la gouverneure Helen Parker. » La première pensée d'Emily fut qu'il s'agissait d'une plaisanterie cruelle. Elle leva les yeux vers le colonel Collins, qui la regardait avec un léger sourire et hocha la tête. C'était bien réel. La voix d'Emily sortit dans un souffle à peine audible. « Oui, madame. J'ai été informé de votre situation par le sénateur Coleman et par le colonel Collins, poursuivit la gouverneure Helen Parker. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui est tout simplement inacceptable. » Son ton était ferme, tranché, celui d'une femme habituée à prendre des décisions qui engagent des millions de vies. Je signe avec effet immédiat un décret exécutif. Désormais, tout établissement de santé en Californie qui sanctionnera un membre du personnel médical pour avoir prodigué des soins d'urgence appropriés perdra ses financements publics ainsi que sa certification. Emily se laissa tomber lourdement dans l'ancien fauteuil de Daniel, celui qu'il occupait le soir en rentrant de mission.
Je... Madame la gouverneure, je ne sais pas quoi dire. La voix d'Hélène Parker s'adoucit. Vous n'avez rien à dire, Émilie. Contentez-vous d'accepter l'offre qui arrive. Vous allez recevoir plusieurs appels dans les prochaines heures. 3 hôpitaux ont déjà contacté mon cabinet pour obtenir vos coordonnées. Émilie leva les yeux autour d'elle. Les Marines, les Bikers, les voisins, tous devenus une famille en l'espace d'un après-midi. Le Pacific Veterans Medical Center, poursuivit la gouverneure, vous a fait une proposition officielle. Directrice des soins infirmiers d'urgence, salaire annuel de 145 000 $. Autorité totale pour passer outre les décisions médicales en situation critique. Et il souhaite que vous participiez à l'élaboration de nouveaux protocoles pour l'ensemble du système des anciens combattants. La main d'Émilie se porta à sa bouche. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait au River Valley Medical Center. « Je ne suis qu'une infirmière de terrain », murmura-t-elle. Iron, qui venait d'entrer depuis le jardin, couvert de brins d'herbe et de poussière, intervint depuis l'embrasure de la porte. « Non, madame. Vous êtes l'infirmière, celle qui s'est levée quand il le fallait. » La gouverneure l'entendit et laissa échapper un rire franc. « Écoutez cet homme. » Puis elle reprit, plus sérieuse. « Émilie, ce poste ne concerne pas uniquement vos compétences cliniques, qui sont exceptionnelles. Il s'agit de votre discernement, de votre courage, de votre capacité à faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. » Elle marqua une pause. « Il y a encore une chose. Je baptise ce décret en votre honneur et en celui de votre mari. » Émilie sentit son cœur se serrer. « Le Carter Family Emergency Care Protection Act. Il protégera les infirmiers, les paramédics, les secouristes, toute personne qui agit correctement en situation d'urgence. » Émilie leva les yeux vers la photo de Daniel sur la cheminée. L'uniforme de cérémonie, ce sourire un peu arrogant. Elle crut presque l'entendre lui dire « Je te l'avais dit. Tu étais plus dur que tous les Marines que je connaissais. » Les larmes roulèrent sur ses joues. « Madame la gouverneure, j'accepte, merci. » Lorsqu'elle raccrocha, Émilie resta assise un long moment, incapable de réaliser ce qui venait de se passer en moins de 4 heures. Elle avait été licenciée, humiliée, chassée comme une criminelle, et désormais, elle avait entre les mains un poste qui lui permettrait de changer le système de fond en comble. L'adjudant-chef Victor Hahn, qui avait suivi la conversation depuis la cuisine, s'approcha et se mit instinctivement au garde-à-vous. « Le sergent-chef Carter serait fier de vous, madame. » Émilie leva les yeux vers lui, ce marine rencontré quelques heures plus tôt qui lui semblait déjà être de la famille. Elle se tourna vers la photo. « Je l'ai fait, Daniel, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas cédé. » Le colonel Collins termina son appel et se redressa. « Émilie, il y a encore une chose. Je sais que vous avez accepté le poste au centre des vétérans, mais le River Valley Medical Center va vous demander de revenir. » Elle fronça les sourcils. « Revenir ? Pas comme employée, comme consultante pour l'enquête de l'État. Et je pense que vous devriez accepter. »« Pourquoi retourner là-bas » demanda-t-elle, déconcertée. Il esquissa un sourire. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire de quelqu'un qui croyait profondément en la justice. « Parce que vous devez voir ce qui se passe quand le système fonctionne enfin comme il le devrait. » Émilie accepta officiellement le poste au Pacific Veterans Medical Center ce soir-là. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Il restait un dernier chapitre, celui du jour où elle franchit de nouveau les portes de l'hôpital, non plus comme une employée licenciée, mais comme quelque chose de bien plus puissant. Une semaine plus tard, Emily Carter entra dans le hall du River Valley Medical Center pour la première fois depuis son renvoi. Tout avait changé. Elle ne portait plus de blouse. Elle avait revêtu un blazer bleu marine, une chemise blanche impeccable, un pantalon sombre. À sa poitrine, un badge officiel l'identifiait comme consultante de l'État pour l'Agence californienne de supervision sanitaire. Derrière elle, Iron avançait, flanqué de Razor et d'un autre membre du club surnommé Brick. Ils formaient une véritable garde d'honneur. Ils avaient insisté. « On ne retourne pas dans cet endroit sans protection », avait dit Iron. « Pas parce qu'on craint quoi que ce soit, mais parce que tout le monde doit voir que tu n'es plus seul. » Le hall bourdonnait d'activités matinales. Patients à l'accueil, familles dans la salle d'attente, personnel en mouvement constant. Émilie se dirigea vers les ascenseurs menant au bureau administratif. « Émilie » Elle se retourna. Lena et Malik,
Ses collègues infirmiers, ceux qui, une semaine plus tôt, n'avaient pas osé la défendre, accouraient vers elle. Ils oublièrent toute notion de protocole ou de retenue et la serrèrent dans leurs bras, en larmes, parlant tous en même temps. « Tu es une héroïne », sanglota Lena. « Tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait ce que Laura a fait. » Malik recula d'un pas, s'essuyant les yeux. Laura est partie. Reynolds est sous enquête du conseil médical. Ils font le ménage. Tout change. Emily leur serra les mains. « Vous allez bien ? Ils n'ont pas essayé de se venger ?» Lena secoua la tête. La nouvelle administratrice, la docteure Allison Kim, a convoqué tout le monde dès le lendemain de ton départ. Elle s'est excusée auprès de toute l'équipe infirmière. Elle a dit que les anciens protocoles étaient dangereux. Malik sourit malgré ses larmes. C'est une vraie médecin, Emily. 20 ans aux urgences avant de passer à l'administration. Elle nous a dit que si un patient est en train de mourir et qu'un médecin hésite, on a toute autorité pour agir. Elle a dit « Je préfère défendre une infirmière qui a sauvé une vie que d'enterrer un patient mort en attendant une autorisation. » Une femme s'approcha depuis l'aile administrative. Une 50aine d'années, le regard bienveillant, l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait passé sa vie en salle d'urgence. « Vous devez être Emily Carter. Je suis la docteure Allison Kim, la nouvelle administratrice de l'hôpital. » Elle lui tendit la main. Sa poignée était ferme, respectueuse. « J'espérais vraiment vous rencontrer. Emily, ce qui vous est arrivé ici était inacceptable. Cet hôpital vous a trahi. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux m'assurer que cela ne se reproduira jamais. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Nous aimerions vous voir revenir. Fixez vos conditions. » Emily parcourut du regard l'endroit qu'elle avait appelé chez elle pendant 20 ans, le poste de soins où elle avait consigné des milliers de dossiers, la salle de déchocage où elle avait affronté la mort, et le plus souvent gagné. Puis, Lena et Malik, devenus ses amis au fil des gardes partagées, des nuits trop longues et des combats communs. Elle sentit derrière elle la présence d'Iron, solide, silencieuse, protectrice. « J'apprécie profondément votre proposition, Dr. Kim, dit-elle enfin. Mais j'ai accepté un poste au Pacific Veterans Medical Center, directrice des soins infirmiers d'urgence. » Les yeux d'Allison Kim s'agrandirent, sincèrement impressionnés. « C'est une excellente nouvelle. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir. » Emily esquissa un sourire. « Mais je suis ici pour aider à réparer ce qui a été brisé. Je collabore avec l'État pour élaborer de nouveaux protocoles. Des lignes directrices sur l'autonomie infirmière en situation d'urgence. La Californie les adopte à l'échelle de l'État. Et je pense qu'elles deviendront une référence nationale. » À cet instant, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ethan Brooks en sortit, vêtu de son uniforme de cérémonie des Marines. Il avait quitté l'hôpital 3 jours après l'incident, totalement rétabli. Lorsqu'il aperçut Emily, son visage s'illumina. Il s'approcha, se figea et exécuta un salut impeccable. « Madame !» Emily lui rendit son salut, les larmes aux yeux. « Ethan, comment te sens-tu » Sa voix tremblait d'émotion. « Madame, je vous dois tout. Ma vie, mon avenir, absolument tout. » Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un drapeau américain soigneusement plié, formant le triangle parfait. Ce n'était pas un drapeau funéraire grandeur nature, mais un drapeau commémoratif. « C'était censé être mon drapeau funéraire, » dit-il, les mains légèrement tremblantes. « Mon oncle Iron l'avait commandé quand je me suis engagé, juste au cas où. C'est ce que font les Marines. On se prépare toujours au pire. » Il inspira profondément. « Je veux que vous l'ayez, parce que grâce à vous, il n'a pas servi. » Emily prit le drapeau. Et cette fois, les larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps coulèrent librement. Elle le serra contre sa poitrine et pleura. Pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude, des larmes qui guérissent. Lena et Malik se rapprochèrent pour l'enlacer. Iron posa une main douce sur son épaule. Ethan resta au garde-à-vous, les yeux brillants. À l'autre bout du hall, Emily aperçut le docteur Michael Reynolds. Il se tenait près de la pharmacie, observant la scène. Pendant 1 seconde, leurs regards se croisèrent. Il semblait plus vieux, plus petit. Il s'approcha lentement, hésitant. Lorsqu'il arriva devant elle, il évita son regard. « Emily ?» Sa voix était basse, dépouillée de l'arrogance d'autrefois. « Je suis désolé, j'avais tort, j'ai été lâche. » Emily le regarda.
Cet homme qui avait brisé sa carrière pour sauver la sienne. Elle aurait pu être dure. Elle aurait pu se détourner. Elle choisit la vérité. Tu avais peur, Michael, je comprends. Mais la prochaine fois, aie peur après avoir sauvé une vie, pas avant. Il hocha la tête. Ses épaules s'affaissèrent Zwong sous le poids de sa culpabilité. Il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai démissionné. J'enseigne maintenant à l'école de médecine de UC Davis. Peut-être que je pourrais former des médecins meilleurs que je ne l'ai été. Emily étudia son visage et y vit un vrai repentir. C'est bien. On en a besoin. On a besoin de médecins qui comprennent que la meilleure médecine naît du travail d'équipe, pas de la hiérarchie. Il releva enfin les yeux vers elle. « Merci », murmura-t-il. Puis il tourna les talons et s'éloigna. Émilie le regarda partir, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Ni triomphe, ni vengeance, mais la paix. L'histoire d'Emily Carter déclencha un mouvement. En 6 mois, 12 États adoptèrent des versions du Carter Family Emergency Care Protection Act. Mais le changement le plus profond ne se produisit ni dans les lois ni dans les hôpitaux. Il naquit dans le cœur d'un jeune marine à qui l'on avait offert une seconde chance. 6 mois après le jour où elle avait été licenciée du River Valley Medical Center, Emily Carter se tenait dans son nouveau bureau au Pacific Veterans Medical Center, près d'Oceanside. La plaque sur la porte indiquait « Emily Carter, RN, MSN, directrice des soins infirmiers d'urgence ». Le bureau était simple, chaleureux, avec une vue sur le campus hospitalier. Sur son bureau reposaient 3 photos encadrées. Daniel, en uniforme de cérémonie, Ethan Brooks, le jour où il avait terminé sa formation de paramédic, et une photo prise 3 semaines plus tôt, Emily, debout entre Iron et le colonel Collins, lors d'une randonnée caritative à moto, tous les 3 souriant comme une famille. Sous sa direction, le service des urgences avait été transformé. Les infirmiers travaillaient avec assurance, autorisés à prendre des décisions cruciales quand chaque seconde comptait. Les protocoles qu'Emily avait conçus, d'abord adoptés en Californie, étaient désormais déployés dans les hôpitaux pour vétérans à travers tout le pays. Les résultats patients s'étaient nettement améliorés. La rétention du personnel infirmier atteignait des records. Emily avait compris une chose essentielle. Quand on fait confiance aux soignants, quand on supprime la peur et les barrières hiérarchiques, des choses extraordinaires deviennent possibles. Le Carter Family Emergency Care Protection Act était désormais en vigueur dans 12 États, avec un projet de loi fédérale en préparation. Il protégeait infirmiers, paramédics, secouristes et personnels médicaux contre les représailles lorsqu'ils agissaient correctement en situation d'urgence. L'affaire Laura Bennett était devenue un cas d'école dans les instituts de formation en soins infirmiers, l'exemple parfait de ce qui arrive quand l'administration privilégie la responsabilité juridique aux vies humaines. Laura avait disparu du monde hospitalier. La dernière rumeur disait qu'elle travaillait désormais dans le conseil d'entreprise, loin de tout hôpital. Le chapitre Iron Serpents MC, Inland Empire, avait fait du Centre des vétérans son œuvre caritative principale. Iron organisait chaque mois des sorties à moto pour lever des fonds en faveur des anciens combattants. La première édition de la randonnée annuelle Ride for Those Who Serve avait récolté plus de 200 000 $. Emily avait été nommée membre honoraire du club, la première femme et la première non-motarde à recevoir cet honneur. Un gilet en cuir noir était accroché dans son bureau, orné d'écussons. Emily Carter, Guardian Angel, Marine Family, elle le portait à chaque événement caritatif. Et à chaque fois qu'elle l'enfilait, elle sentait la présence de Daniel à ses côtés. Ethan Brooks avait terminé son engagement dans les Marines et était revenu à la vie civile. Il travaillait désormais comme paramédic, intervenant dans le même secteur où Emily lui avait sauvé la vie. Et il avait également été admis en école d'infirmier. « Vous m'avez montré ce qu'est le vrai courage », lui avait-il dit un jour. « Je veux être ça pour quelqu'un d'autre. »« Vous m'avez montré à quoi ressemble le vrai courage », lui dit Ethan autour d'un café la semaine précédente. « Je veux être ça pour quelqu'un d'autre. » Il venait voir Emily tous les mois, toujours avec du café, toujours avec des histoires de patients. Le cercle des soins se perpétuait, une personne inspirant la suivante. Dans un coin du bureau, d'Emily reposait le drapeau américain plié qu'Ethan lui avait offert. À côté, la boîte en carton du jour où elle avait été licenciée, conservée comme un rappel discret du chemin parcouru. Mais son regard revenait toujours à la photo de Daniel, ce sourire un peu bravache.
ce regard qui avait cru en elle, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. « On l'a fait, mon amour », murmurait-elle parfois quand le bureau était silencieux. « On a changé le système. » Depuis son adoption, le Carter Family Emergency Care Protection Act avait protégé plus de 2300 professionnels de santé en situation d'urgence. 0 patient décédé à cause d'une intervention infirmière appropriée. Ce chiffre-là rendait Emily plus fière que n'importe quel titre ou salaire. La rotonde du Capitole de Californie était comble. Des infirmières en blouse, des vétérans en uniforme, des motards en gilet de cuir, des marines en tenue de cérémonie, des familles de patients sauvés grâce aux nouvelles protections. La gouverneure Elaine Parker se tenait au pupitre sur les marches du Capitole, encadrée par les drapeaux américains et californiens, tandis que les caméras retransmettaient la cérémonie en direct à travers le pays. Emily Carter se tenait à ses côtés, vêtue d'une simple robe bleu marine. Le seul bijou qu'elle portait, les plaques militaires de Daniel suspendues à une chaîne autour de son cou. Au premier rang, Frank Iron Brooks, la barbe argentée soigneusement taillée, portait son gilet des Iron Serpents sur une chemise blanche impeccablement repassée. À côté de lui, le colonel Andrew Collins, en grande tenue. Ethan Brooks, désormais ambulancier, s'était assis près de son oncle, encore en uniforme de travail après sa garde, et au centre du premier rang, une chaise vide. Une petite plaque indiquait « Sergent-chef Daniel Carter, USMC ». Sur l'assise, sa photo en tenue de cérémonie et un drapeau plié. La gouverneure s'éclaircit la voix. Le silence se fit. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour promulguer la loi Carter de protection des soignants en situation d'urgence. » Sa voix résonna sous la pierre et le marbre. Cette loi existe parce qu'une infirmière a refusé de laisser un protocole tuer un patient. Parce qu'une femme a eu le courage de dire « pas sous ma garde ». Emily Carter a perdu son emploi pour avoir fait ce qui était juste. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que plus personne n'ait jamais à faire ce choix. La foule éclata en applaudissements. La gouverneure se tourna vers Emily et lui fit signe d'approcher du micro. Emily avança, les mains légèrement tremblantes. Elle contempla cette mer de visages, des vivrailles touchées par son histoire, des personnes qui s'étaient levées pour elle, une famille. Elle inspira. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « J'ai fait mon travail, j'ai vu un jeune homme mourir, et j'ai refusé de le laisser mourir pendant qu'on attendait une autorisation. » Elle s'interrompit, l'émotion menaçant de l'emporter. « Mais je veux que chaque infirmière, chaque ambulancier, chaque secouriste qui nous regarde sache une chose. Vous avez le droit de sauver des vies, vous avez le devoir de sauver des vies. » Sa voix se raffermit. « Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes que une infirmière ou qu'un premier intervenant. Nous sommes la dernière ligne entre nos patients et la mort. Et si vous vous levez, si vous faites tout ce qui est juste, même quand on vous ordonne de vous taire, vous ne serez pas seul, je vous le promets. » L'ovation fut assourdissante. Toute la rotonde se leva. Des applaudissements, des larmes, des cris de soutien. Iron porta 2 doigts à sa bouche et siffla. Les Marines saluèrent. Des infirmières brandirent des pancartes avec le nom d'Emily. La gouverneure tendit le stylo. Emily signa la loi. Ce stylo rejoindrait un cadre dans son bureau, à côté de la photo de Daniel et du gilet de sa famille de motards. Le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin d'Emily d'une lumière dorée. La petite fête était une idée d'Ethan, une célébration attendue depuis 6 mois. Un moment pour réunir toutes les vies à qui s'était décroisé ce mardi impossible où tout avait basculé. Iron et les siens jouaient au cornhole avec des Marines de l'unité du colonel Collins. Lena et Malik étaient descendus de San Bernardino avec leur famille. La docteure Allison Kim discutait avec Elena Morales de protocole hospitalier. L'odeur du barbecue flottait dans l'air. Des enfants couraient dans l'herbe. Cette pelouse que les motards avaient tondue le premier jour et entretenue depuis. Les rires rebondissaient contre les murs de la petite maison de plain-pied. Emily était assise sur le porche, dans l'ancien fauteuil de Daniel, observant la scène. Ethan monta les marches et s'assit à côté d'elle, 2 bières à la main. Il lui en tendit une. Ils restèrent silencieux un instant, regardant Iron apprendre à lancer un ballon à un jeune fils de marine. « Tu regrettes parfois ?» demanda Ethan doucement, « d'avoir perdu ton poste au River Valley ?» Emily prit une gorgée et sourit. « J'ai perdu un emploi, Ethan. J'ai trouvé une famille. » Elle désigna la scène devant eux.
motards et marines, infirmières et voisins, tous reliés par un seul acte de courage, un mardi après-midi. Daniel aurait adoré ça. Ethan hocha la tête, pensif. Il est là. Je le sens. Émilie posa sa main sur la sienne. Moi aussi. Ils restèrent assis tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de violet et d'orange. Au loin, un hélicoptère traversa le ciel. Émilie pensa aux appareils militaires descendus pour la sauver quand elle se croyait seule, aux motos qui l'avaient escortée comme une garde d'honneur, au système qui avait tenté de la briser, et à la communauté qui avait refusé de le laisser faire. Elle regarda Ethan, ce jeune homme vivant parce qu'elle avait refusé d'obéir à une mauvaise règle. « On dit qu'une seule personne ne peut pas changer le système, » murmura-t-elle. « C'est faux. Une personne qui se lève donne aux autres la permission de se lever aussi. Et c'est comme ça que le changement commence. » À l'intérieur de la maison, sur la cheminée, 4 objets occupaient une place d'honneur. La photo de Daniel en tenue de cérémonie, le badge d'Émilie comme directrice des urgences du VA, le drapeau plié offert par Ethan et un écusson détaché du gilet d'Iron où l'on pouvait lire « Protéger ceux qui protègent les autres ». Depuis son adoption, la loi Carter avait protégé plus de 2300 professionnels de santé en situation d'urgence. 0 patient n'était décédé à la suite d'une intervention infirmière appropriée sous ces nouvelles protections. Mais la vraie mesure du succès ne se trouvait pas dans les chiffres. Elle se trouvait dans des instants comme celui-ci, dans le rire d'un jeune marine à qui l'on avait offert une seconde chance, dans l'assurance retrouvée d'infirmières qui n'avaient plus peur de faire ce qui est juste, dans une communauté de guerriers qui avaient décidé que le courage d'une femme méritait d'être protégé. Émilie Carter avait été licenciée pour avoir sauvé une vie. En retour, elle avait reçu quelque chose de bien plus précieux qu'un emploi. La preuve que se lever compte, que le courage est contagieux, que la famille ne se résume pas au sang. Ce sont ceux qui répondent présents quand on en a le plus besoin. Si l'histoire d'Émilie vous a touché, si vous pensez que les soignants méritent d'être protégés lorsqu'ils défendent leurs patients, alors faites quelque chose maintenant. Abonnez-vous, parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Et chaque abonnement nous aide à toucher d'autres personnes qui ont besoin d'entendre que le courage a de la valeur. Écrivez en commentaire « Je me tiens du côté de la justice » si vous pensez qu'Émilie a fait ce qu'il fallait. Inondons les commentaires et montrons au monde que nous soutenons les soignants qui placent les patients avant la paperasse. Et si, comme nous, vous ne supportez pas les administrateurs qui privilégient la responsabilité juridique aux vies humaines, dites-le aussi. Plus jamais de Laura Bennett, que tout le monde sache où vous vous situez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. Partagez-la avec quelqu'un qui a déjà été sanctionné pour avoir fait ce qui était juste. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que résister à un système corrompu en vaut la peine. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Voyons jusqu'où elle voyage, à travers ce pays et au-delà. Car chaque partage, chaque commentaire, chaque like est un vote. Un vote qui dit que nous valorisons le courage plus que l'obéissance aveugle, que nous valorisons les infirmiers plus que les bureaucrates, que nous nous tenons aux côtés de personnes comme Émilie Carter, et pas de celles comme Laura Bennett. L'algorithme ne se soucie pas de la justice, mais nous, si. Alors montrons-le. Likez comme si vous injectiez de l'adrénaline pour sauver une vie. Abonnez-vous comme si vous teniez tête à une administration injuste. Commentez comme si vous témoigniez que les soignants méritent d'être protégés. C'est ainsi que l'on change une culture, une vue, un partage, un commentaire à la fois. Émilie était seule lorsqu'elle a injecté ce médicament. Mais elle ne l'est pas restée. Et vous non plus, si vous choisissez de faire ce qui est juste. Nous construisons ici une communauté de personnes qui croient que le courage doit être récompensé, pas puni. Rejoignez-nous. Merci d'avoir regardé l'histoire d'Émilie. Merci de vous en soucier. Merci de faire partie de cette communauté.